Merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui une femme, Marie-Josée Ifoko. Elle est présidente nationale du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC. Marie-Josée Ifoko n'est plus une femme à présenter, vous la connaissez. Elle était candidate présidente de la République en 2018. Voilà, elle est avec nous ce soir. Madame Marie-Josée Ifoko, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous vous portez? Comment se porte votre parti? Notre parti se porte très bien. Nous sommes dans la période de restructuration, dans la période où il y a beaucoup d'adhésions. Donc on est bien occupé. Le parti est bien occupé. Après 2018, après les élections, on ne vous sent pas tellement, hein? Bon, ça dépend. Hein. Pour nous, on est là, on existe. Pour nous, on est là, on est présent aussi dans les médias. Donc pour nous, on existe, on est bel et bien présent. Si vous suivez un peu plus les médias, au lieu de regarder juste votre chaîne, je pense que vous pourrez le voir présent dans d'autres médias. Ce n'est pas question de vous voir à travers les médias, mais vous sentir dans vos actions politiques. Vous voyez que le Congo a besoin de femmes. Il y a moins de femmes politiques au Congo, moins de femmes qui osent comme vous. Bon, on a été à des élections, on n'a pas gagné. Mais entre-temps, pour nous, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de retravailler, de se poser la question pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, on a été en période de réflexion, comme je viens de le dire, et présentement, nous sommes en train de travailler à travers le parti. On est en train de restructurer, comme je vous ai dit, on est en train de s'assurer que nous sommes installés à travers toute la République. Et même, on est très présent aussi au niveau international. Dans la plupart des continents, on est encore là présent. Donc, pour nous, on est occupé puisqu'on se reprépare pour aller encore battre campagne bientôt. Marie-Josée Ifoko et la ENC se retrouvent dans quel camp? Quand vous dites quel camp, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous dites quel camp? Il y a le FCC, il y a ceux qui sont de la tendance de l'Union sacrée. Vous êtes de quel côté? Ah ok, d'accord. Vu comme ça, oui, on se retrouve dans l'Union sacrée, clairement. J'ai toujours dit, je pense que je n'ai pas avalé mes mots, lorsqu'il y a eu des élections et qu'un de nôtres est passé, un opposant est passé au pouvoir, nous avons fait le choix d'appuyer d'abord le président de la République et non la plateforme dans laquelle il se trouvait nécessairement. Et nous avons même mené des activités. Et avant que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, ce qui fait bouger le Congo actuellement, n'arrive, nous avons été comme des prophètes. Nous nous étions rendus compte que de toutes les façons, ça ne pouvait pas marcher entre eux. Comme je dis toujours, que l'eau et l'huile, on ne peut pas les mélanger. Et voilà, on en est arrivé à cela. Donc nous, on avait déjà initié même des pétitions dans ce sens-là pour non seulement on parlait au président de la République lui-même, le concerné direct, mais le peuple qui est le souverain premier, pour lui faire comprendre que nous devons nous exprimer pour dire non à ce mariage qui ne porte pas de fruits. Donc oui, clairement, nous sommes du côté de l'Union sacrée parce que je pense que nous sommes dans une période où nous devons aller reconstruire notre pays. C'est pour ça que nous prenons, nous l'ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, nous prenons la renaissance de la République démocratique du Congo. Alors, bien que le chef d'État a rendu public les propositions lui transmises lors de consultations, vous avez été consulté par le chef d'État, quel est le message que vous avez apporté au chef? Le message qu'on a apporté au chef, il n'y a pas à le cacher, je viens de vous le dire, nous on avait initié une pétition, on demandait que le président nomme un informateur et ça aura pour conséquence le divorce. Le fait qu'il nomme déjà l'informateur démontre clairement que le divorce est prononcé et qu'on aille vers un nouveau gouvernement. C'est ça que nous avons demandé au président de la République et on est sincèrement satisfait de sa réaction puisque pour nous, nous devons aller vers la renaissance de la République démocratique du Congo parce que nous disons dans l'ANC, notre vision qui est la rupture des systèmes de prédation par la combolisation, le balai que vous voyez ici, nous disons que le Congo est né un certain 1er juillet 1885 comme un État indépendant du Congo. Mais en réalité, l'état d'esprit avec lequel le Congo est né était très superficiel. Pour l'avoir appelé État indépendant du Congo, nous n'étions pas un État. Au contraire, nous étions une entreprise privée et les actionnaires étaient à l'extérieur. Et c'est cet état d'esprit qui s'est perpétué à travers tous nos dirigeants. Et nous voulons justement détruire ce Congo tel qu'il est là, qui est en ruine. Dans notre vision, nous voulons aller vers la Renaissance. Cette vision, nous la prenons du christianisme, tout simplement. Il y a eu une première naissance, et avec Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance où nous avons une meilleure vie.
Et voilà, la vision de l'ANC s'est basée sur cette vision-là du christianisme, où nous disons, oui, il y a eu une première naissance, nous n'en voulons pas tout ce qui s'est passé, mais bien au contraire, ce sont des échecs qui doivent nous servir de modèle dans le nouveau Congo. Donc pour nous, nous devons détruire le Congo tel qu'il est là et travailler pour aller déclarer une nouvelle république. Donc c'est ça que nous avons dit au président de la République. Donc pour nous, on est sur le chemin, déjà en demandant, en nommant un informateur, il va aller consacrer une nouvelle majorité, il pourra nommer un gouvernement qui pourra diriger, et nous essayons de pousser pour vraiment que le président comprenne qu'on devrait aller vers une nouvelle république pour se donner plus de chances à construire cet État qui sera le nouveau Congo. Donc vous avez salué comme d'autres le discours du chef d'État. Est-ce que dans ce discours, il y a vraiment la volonté du changement? Clairement, nous l'avons vu, nous l'avons ressenti, et raison pour laquelle nous appuyons cette démarche-là. Le chef a dit qu'il va nommer un informateur, qu'il faut l'identification de la nouvelle majorité, et vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, c'est possible. On est en train de vivre. On a vécu un film en direct hier très palpitant. Hein, ça s'est fait très vite. C'est une grande première, c'est qu'on a vu au Congo. Donc, quelque part, c'est très bien ce qui se passe. On a vu le bureau de l'Assemblée vient de tomber. Il y a eu une pétition, plus de 260 signataires de cette pétition-là. Donc, clairement, il y a espoir que le président puisse avoir la majorité aujourd'hui. C'est possible. Par quel moyen, par quel mécanisme? Mais c'est ça que je viens de vous dire. Le fait qu'on ait fait tomber le bureau actuel de l'Assemblée nationale. Cela n'est montre... pas encore tombé parce qu'il y a des pétitions. Disons qu'il y a eu cette pétition-là. Donc il y a déjà un désir de ne pas voir leurs confrères, puisque le bureau de l'Assemblée nationale tel qu'il est là, il est majoritairement FCC. Oui. Et le FCC a aussi la majorité. Pour qu'on ait pu atteindre 260 et quelques signataires, ça veut dire que les députés de FCC qui ont signé. On se comprend. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a de fortes chances qu'ils basculent vers l'union sacrée, puisqu'en réalité, quand on parle du FCC, le FCC n'est qu'une plateforme qui n'a même pas, qui n'existe pas légalement. Donc à l'Assemblée nationale, il n'y a pas réellement un parti politique qui a pleinement la majorité. Alors je pense que le président a pleinement sa chance de pouvoir récupérer tous ces députés qui sont là et qui cherchent aussi quelque part à construire leur pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons ce souci-là, nous avons cette soif-là, et moi, je demande sincèrement à ces députés nationaux qui sont là, qui sont soi-disant du FCC, puisqu'en réalité, ça n'existe pas, mais c'est fatigant d'entendre parler tout le temps du FCC, mais bon, admettons que c'est FCC, nous leur demandons sincèrement, comme on l'avait demandé à l'opposition, d'être unis derrière le président, parce que c'était un de nôtres qui avait pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous demandons à ces députés-là, qui faisaient partie de cette soi-disant plateforme, qui viennent autour du président, qui est cette union sacrée-là, pour que nous travaillions ensemble dans le but d'aller vers des élections crédibles en 2023. Et on ne peut le faire qu'en étant unis, comme ce balai, hein, c'est le point 3 de notre vision de la combolisation. Au point 3, nous parlons de l'unité nationale dans la diversité. Nous sommes différents, oui, mais justement, c'est cette différence qui peut nous permettre de construire la nouvelle RDC. Donc nous demandons sincèrement à ces députés-là, s'ils arrivent à nous suivre, qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble, mais pas pour l'intérêt d'un homme, mais pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt du peuple congolais, afin que cette fois-ci, nous puissions construire une République qui tient compte du peuple congolais. Alors, Madame Marie-Josée Ifoku, il y a une crise en République démocratique du Congo, mais pour certains, la crise provient des élections chaotiques, les élections dont vous avez aussi pris part. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, que cette crise, c'est parce que les élections ont été mal organisées? Mais c'est clair, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Définitivement, oui, puisque vous m'entendez bien dire que mettons-nous ensemble pour aller vers de véritables élections en 2023. Je l'ai dit. Donc je ne mâche pas mes mots. Oui, c'était des élections chaotiques, c'était désastreuse. Ce que nous avons vécu là, la CENI s'est humiliée elle-même en nous donnant un tel spectacle d'élections. C'est vraiment dommage. Mais comme on est déjà sur le chemin... Donc la crise était prévisible. Oui, c'est clair, elle était prévisible. Elle était prévisible. C'était rêvé de croire qu'on aurait pu avancer calmement jusqu'en 2023. C'était impossible. Ça, c'était clair, puisque nous voyons bien qu'il y a un groupe de gens qui ont travaillé durant 21 ans et qui n'ont pas une vision claire pour pouvoir conduire
cette République. Il n'y a pas une vision claire. Ce sont des visions qui étaient encore des slogans, comme je vous ai dit. Nous sommes nés avec un état d'esprit des slogans. État indépendant du Congo. Nous n'étions pas un État indépendant. Nous étions une entreprise privée d'un groupe de gens. Et aujourd'hui encore, on a vu encore des gens pendant 21 ans nous dire que nous sommes venus vous libérer. Hein, l'AFDEL, c'était quoi? Quelque chose avec la libération. L'AFDEL, j'oublie le mot, mais je sais qu'à la fin, c'était libération à la fin. Et on y a cru, on a espéré, on a rêvé. Mais tous les Congolais avaient oublié que ce n'était pas notre combat. C'était des combats des étrangers qui ont utilisé quelques Congolais en avant pour nous faire croire que nous allons vers la libération. Et raison pour laquelle les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent se mêler de ce combat. Si le peuple congolais n'entre pas dans cette bataille, si le peuple congolais ne prend pas place dans cette bataille-là, on aura encore échoué. Parce qu'ils doivent comprendre que quand on parle de la politique, c'est la gestion de l'État, c'est la gestion, l'organisation de l'État, mais pour gérer qui? Ce peuple-là au quotidien. Donc nous voulons que le peuple congolais comprenne que ce n'est pas un petit groupe d'individus qui doit décider de leur avenir. Il faut qu'on sente qu'il y a la pression du peuple, que le peuple veut un changement. Aujourd'hui, le slogan, c'est le peuple d'abord. Et bien, c'est de ce peuple d'abord qu'il s'agit. Nous voulons que le peuple le comprenne, qu'il mette des pressions pour que nous puissions aller vers une nouvelle république. Alors, puisque vous parlez du peuple, tout ce qui se passe, la réqualification, l'unification d'une nouvelle majorité, dissolution du Parlement, est-ce que toutes ces démarches, le peuple se retrouve dans toutes ces démarches? Bon, vu comme c'est parce que les gens cherchent à avoir de postes, à se retrouver. Non, non, ça c'est un classique. Un classique, les gens veulent toujours avoir des postes. Ça c'est un classique, on ne peut pas se le cacher, c'est un classique. Mais avoir le poste n'est pas non plus un problème. Si on va en pouvoir, on cherche le pouvoir, c'est pour avoir des postes. Mais on va chercher des postes pour travailler, pour apporter un changement dans le quotidien du Congolais. Mettre le terrain du peuple au devant de Mais bien sûr, c'est ça. Donc avoir un poste, je ne vois pas le problème. Je vois souvent les Congolais sans m'en parler, mais je les comprends parce que jusque-là, les gens ont eu des postes, mais ils n'ont travaillé que pour eux et pour leur famille. C'est pour ça que ça devient un peu comme quelque chose qui était négatif. Mais au fond, oui, un politicien doit chercher à avoir un poste pour pouvoir travailler, pour pouvoir changer la vie des Congolais. La question que vous m'avez posée, est-ce que le peuple congolais se retrouve dans ce qui se passe? Oui et non, parce que le peuple est un peu perdu. Le peuple rêvait d'un changement. Ils étaient contents de voir qu'à la tête du pays, il y a un nouveau président qui est là, une nouvelle figure politique. Et quelle figure politique? Un parti qui s'est battu pendant 37 ans, 38 ans, qui a défendu la cause du peuple, qui se retrouve à la tête du pays. Donc le peuple, c'est clair, s'attendait à un changement du jour au lendemain. Mais moi, je dis au peuple congolais, non. Est-ce qu'il y a réellement ces changements? Mais comment voulez-vous qu'il y ait changement? Puisque je ne cesse de le dire, le véritable changement, on l'a vu qu'à la tête du pays, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est le seul changement qu'il y a eu. Mais le reste, la majorité qui était là en train de gouverner, c'est toujours... mais à qui incombe cette responsabilité, Madame Marie-Josée Fokou? Quand vous dites à qui incombe la responsabilité? Mais ceux qui étaient là, non, parce que c'est eux qui ont tiré les ficelles. Mais il y a un chef, c'est Félix Tshisekedi. Non, non, mais il n'a pas plein pouvoir. Nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Et quand vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous ne savez pas gouverner. C'est quasiment impossible, parce que la preuve, vous voyez bien que le Premier ministre est issu, justement, du soi-disant FCC. Alors, dites-nous comment ils vont pouvoir travailler dans ces conditions-là, puisque ceux qui sont là ne veulent pas que le président puisse réussir son mandat, de peur qu'en 2023, ils prennent trop de place. Alors, leur but, c'est de tout faire pour qu'il échoue. Et je voudrais que le peuple comprenne que dans ces 2 ans-là, c'est quasiment impossible que le président Félix Tshisekedi ait pu faire quoi que ce soit. N'importe qui se serait retrouvé à sa place aurait eu du mal. Mais c'est pour ça que j'invite le peuple congolais à comprendre que ce qui est en train de se passer présentement, c'est une très bonne chose. La pression, c'est que nous devons nous asseoir dans cette union sacrée-là et que nous puissions travailler dans l'intérêt d'aller dans des élections véritables, dans des élections crédibles, que ça ne soit plus un discours, mais que le meilleur puisse gagner et que les gens qui ont un discours, des gens qui ont une vision, des gens qui ont présenté leur programme d'action, on puisse leur laisser prendre place et travailler et on verra alors s'ils vont exécuter leur programme ou pas. Et s'ils n'arrivent pas à l'exécuter 5 ans plus tard, qu'il y a encore de bonnes élections, et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Mais tant que la politique continuera à prendre en otage tous les secteurs de la vie sociale, mais il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui va se passer parce que l'économie ne pourra pas, on ne peut pas développer un pays ou l'économie de ce pays-là tant que nous n'avons pas la paix en politique. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a rien qui va se passer. Vraiment, je voudrais dire au peuple congolais, ça va être très difficile. La seule manière d'y arriver, c'est que le président Félix Tshisekedi, comme il a fait, il tape sur la table et il fait tout
pour nous mettre ensemble pour que nous travaillions dans l'intérêt d'aller, construire un nouveau Congo. Mais moi, ce que je voudrais dire au peuple congolais, s'ils voient que les choses ne vont pas, qu'ils sortent dans la rue. Qu'ils sortent dans la rue, mais c'est ça. Il faut qu'ils sortent de la rue pour dire au président, ça ne va pas, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais la scène que nous vivons actuellement, nous sommes très satisfaits déjà, parce que le fait que le bureau actuel soit tombé, ça nous donne une chance d'aller avoir une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité pour le président. Nous dites ça, ça va lui donner une chance, les 3 ans, de pouvoir nous préparer à aller vers soit la renaissance, comme moi je l'ai dit, une nouvelle république, ça c'est une autre vision, mais quelque part c'est la sienne aussi. Même je vois que c'est la vision de tout le monde. Quand tout le monde parle de la refondation de l'État, on parle de la même chose, parce qu'en réalité il n'y a pas d'État. Tout est mascarade, tout est superficiel. Et moi je dis toujours, tout est rafistolage, parce que ce qui est là est déjà détruit. La République telle qu'elle est là, il n'y a plus rien. Donc tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est du rafistolage. Tant qu'on ne prendra pas le courage de dire on détruit ce Congo-là, on met tout, on rase tout, et ensemble nous pouvons aller construire un nouveau Congo en sensibilisant le peuple congolais, en éduquant civiquement le peuple congolais. Là, nous avons le plus de chances pour pouvoir avancer. Mais c'est au peuple congolais de le constater aussi, qui a ce discours-là, qui aide pour que les choses aillent mieux. Vous avez parlé des élections 2023, il reste 3 années. Vous allez faire partir aussi de ces élections 2023 comme c'était en 2022. Mais c'est ça, il y a des préalables, je viens de vous le dire, il y a des préalables, il y a des conditions. Non, vous étant que Marie-Josée, je parle de moi justement, mais je dis bien il y a des préalables. Vous l'avez dit, nous l'avons constaté à deux ici que les élections de 2018, c'était catastrophique. On l'a constaté, on l'a dit tous les deux. C'est pas à cacher. Mais si nous allons en 2023 dans les mêmes conditions, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'il y aura aussi élection avec tout ce que nous sommes en train de vivre, bagarre au niveau de... Donc, je peux être quelqu'un qualifie de distraction pour empêcher à ce que les processus aillent comme il faut, que les 5 années, il y aura encore glissement. Le peuple doit essayer de se retrouver à travers tous ces acteurs politiques que nous sommes. Il doit se retrouver. On ne peut pas aller supporter des gens juste pour des muscles. Ça, c'est créer des dieux. Il faut éviter de créer des dieux. Quand on crée des dieux, on crée des monstres. Parce que ça monte à la tête de cette personne-là. Le peuple aujourd'hui doit comprendre qu'il doit chercher là où il y a une vision, là où il y a une idéologie, là où il y a un rêve qu'on peut réaliser. Mais pas seulement aller parce que on veut faire tomber Kabila, on veut faire tomber Tshisekedi, on veut faire tomber Martin Fayulu, on veut faire tomber Marie-Josée Foucault. Non, le peuple ne peut pas réfléchir comme ça. Il doit nous écouter, il doit nous suivre et essayer de se retrouver dans un discours et à ce moment-là appuyer ces gens-là qui ont le discours de pouvoir sortir ce pays dans la situation dans laquelle on est. Et là, on aura une chance d'avancer. C'est dans cet esprit-là que je demande au peuple d'être regardant, d'être exigeant en ce moment, et de regarder qu'est-ce qui se passe sur la scène politique, de nous écouter tous, de nous suivre tous. Et à ce moment-là, il peut se retrouver derrière nos discours. Ils doivent suivre comment dire, un idéal, ils doivent suivre une idéologie, parce que moi, ne peux être là, mais le parti prône la combolisation. Je parle là, dans ce cas d'espèce de l'ANC. Moi, Marie-Josée, je peux quitter la tête du parti et quelqu'un d'autre peut me remplacer. Mais la vision reste là. Et la personne qui vient me remplacer va continuer avec cette vision-là. Donc, il ne faut pas qu'il s'attarde à un être humain. Donc, donner de la place à un être humain, mais donner de la place à une vision qui est derrière cette personne-là. Et mettre la pression pour que la personne exécute ce qu'il leur a promis. Donc, c'est plutôt vers ça que le peuple doit aller pour pouvoir se reconnaître à travers nous, mais pas aller appuyer des muscles. Parce que quand on appuie des muscles, on se retrouvera toujours dans cette situation-là. La même histoire va se répéter. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, l'hémicycle du Palais du Peuple, où on a vu la bagarre, les pro-Tshisekedi et pro-Kabila? Non, mais c'était extraordinaire, la scène à laquelle on a assisté hier, et c'était tellement rapide, on n'en revenait pas, on pensait qu'on allait tomber dans une guerre civile quasiment, mais en même temps, hormis la partie où ils ont saccagé les biens de l'Assemblée nationale, hormis cette partie-là qui était trop brutale et agressive, mais ce sont des choses auxquelles on doit s'y attendre. Vous savez, quand on a menti un peuple toute une vie... La violence. Mais ce sont des choses qui arrivent aussi. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, quand on t'a menti toute une vie comme ça, il y a des frustrations aussi. J'ai bien dit que je n'encourage pas cela. Clairement, je n'encourage pas cela. Mais je dis aussi que, vous voyez la scène qu'on voit aujourd'hui dans nos médias, dans les réseaux sociaux. Vous voyez tout ce que le peuple raconte, les mensonges, les fake news. C'est de la frustration. Lorsqu'un État est irresponsable, lorsqu'un État ne comprend pas son rôle, pour finir, même notre État est devenu prédateur aussi. Parce que nous nous battons contre le système de prédation. Mais tout le monde est devenu prédateur. L'État lui-même est devenu prédateur. Comment un État n'arrive pas à payer ses fonctionnaires?
C'est de la prédation. Tout ça pour moi, c'est de la prédation. Parce que ce même argent-là est servi ailleurs pour autre chose. Comment cet État n'arrive pas à faire un calcul juste? On parle de la juste répartition de richesses. Mais est-ce que quand on regarde les salaires des uns et des autres, par rapport au budget que nous avons, est-ce qu'il y a juste répartition de richesses? Non. Donc l'État lui-même est devenu aussi prédateur. Quelque part, nous ne sommes pas surpris. Ce sont des choses qui arrivent un peu partout dans les parlements au monde. Les esprits se surchauffent. Les gens vont arriver jusqu'à se battre. C'est des choses qui arrivent. Et ici, au Congo, ça ne m'étonne pas du tout. Je pensais même qu'on allait avoir plus de ces scènes-là plus souvent qu'on en a. Puisque le peuple a été frustré des années longtemps. Et nous avons été dirigés pendant plus de 21 ans par un groupe de gens qui nous ont pris en otage, totalement pris en otage. Alors comprenez très bien que c'est un peu normal ce qui est arrivé. Et ce que moi je voudrais dire par là, les despotes, deux fois dans la vie, il faut devenir despote aussi. Quand vous avez en face de vous des fous, il faut deux fois devenir fou. Le pouvoir aussi, c'est ça. Puisque aller en cherchant à caresser dans le sens du poil, à chaque fois, ça ne donne rien. Eux, ils sont passés par des coups de force tout le temps, le FCC. Alors qu'ils étaient seuls au pouvoir, c'était des coups de force en coup de force. Ils sont habitués à cette politique-là. Et pour les arrêter, il fallait une folie, il fallait une force devant eux aussi pour les arrêter. C'est ce qui est arrivé. Si, Kabound ou bien l'Union Sacrée ne s'était pas comportée comme ça, ils allaient continuer à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Le bureau était déjà tombé avec cette pétition, enfin pas tombé, mais quand on a déposé la pétition, la présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait plus convoquer une plénière. Mais vous voyez bien qu'ils étaient en train de passer au-dessus de la Constitution. Ils n'arrêtent pas de parler de la Constitution, alors que c'est eux qui violent. Des années longtemps, ils ont violé cette Constitution-là. Alors les bousculer comme ça a été fait hier, oui, ça peut être choquant, mais ça valait la peine. Ça valait la peine pour que nous puissions passer à autre chose. Voilà, moi c'est un peu ça que je voudrais dire. On a bien beau dire que oui, des discours, oh non, c'était pas bien, c'est la violence, oui, on n'est pas d'accord avec la violence. Mais deux fois dans la vie, je voudrais rajouter quelque chose. Ma mère, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui me brutalisait à chaque fois. Et dès qu'on devait se battre, je courais, je refermais la porte, j'entrais dans la maison. Un jour, après la 10e fois ou la 1e fois, ma mère, elle me voyait courir en venant, elle a fermé la porte. Je me suis retrouvé face à cet ennemi-là, à cet ami-là. On s'est battu comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est elle qui régnait dans le quartier. Et à partir de ce jour-là, personne n'avait gagné. Mais à partir de ce jour-là, elle ne m'a plus menacé, elle ne m'a plus jamais dérangé. On s'est respecté jusqu'à aujourd'hui. Donc dans la vie, de temps en temps, ça prend ça pour qu'on puisse avoir un changement. Voilà, c'est arrivé, et nous allons avancer. Et quand ça doit encore se répéter, ben, il va falloir le faire encore. C'est comme ça, c'est la vie. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir que le bureau a été dirigé par une femme et qu'on se retrouve dans cette situation avec une femme à la tête de l'Assemblée nationale tant que femme? L'on dit, moi c'est à ton Arambokate. Non, on ne peut pas dire ça. Moi, je suis totalement contre cet adage-là, parce que dans ce cas d'espèce, ce n'est pas une histoire de femme. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Mais il s'agit d'une femme. Oui, je voudrais expliquer, non. Dans ce cas d'espèce, il ne s'agit pas de femme. Il y a une femme qui est là, oui, on a appuyé ça, nous sommes très contents. Mais le problème est qu'elle est là, la femme qui était là ne menait pas son combat. La femme qui était là, on l'a imposée par quelqu'un. Mais il y a eu une frustration dans leur camp. Il y avait même 2 candidatures au départ, dans le même camp là, du FCC. Les autres ne s'étaient pas positionnés puisqu'ils s'étaient dit ça ne sert à rien. Mais un homme a imposé une personne. Et malheureusement, cette personne-là a oublié qu'elle représentait le peuple congolais. Être au président de l'Assemblée nationale, c'est la 2e personnalité du pays. Et les députés représentent, ce sont nos délégués. Et être à la tête de l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous représentez ce peuple-là. Est-ce qu'on a senti cela? C'est ça le débat. Dans ce débat, parler de femmes, de hommes, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Aussi parce que c'était trop politique. Exactement, c'est ça que je vous dis que... cherche à tout prix à contredire le cash et vice-versa. Exactement, merci. Clairement, le combat n'était pas le combat parce que c'est une femme ou c'était un homme, non. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas parler de Mme Mabunda dans ce contexte-là comme une femme, parce qu'elle était là plutôt pour... protéger les intérêts d'un homme. Sa famille politique. D'un homme, je dis pas de sa famille politique, c'est sa famille politique qui l'a fait tomber, madame. C'est sa famille politique qui l'a fait tomber. Après les débauchages. Mais appelez ça comme vous voulez, mais c'est sa famille politique qui l'a fait tomber. C'est pas l'opposition. L'opposition, elle seule, n'aurait pas été capable de la faire tomber. Il n'atteignait pas le chiffre. Donc, c'est sa famille politique qui l'a fait tomber. C'est pour ça que je dis qu'elle défendait les intérêts d'un homme. Et c'est là tout le problème. Il faut que nous puissions comprendre qu'à un moment donné, quand nous faisons de la politique, on ne doit pas le faire à n'importe quel prix. Moi, je vous ai dit, j'avais été nommé par le président Kabila pour être gouverneur, commissaire spécial à la Tchouapa. Après, j'ai été élu gouverneur. Mais quand j'ai constaté ce que cette famille politique faisait, ça dépassait tout entendement. Mais alors là, j'ai dit non, moi, je ne peux pas. J'ai quitté calmement.
Je me suis retiré parce que ma conscience était souillée. Je dis, je ne peux pas être complice. Même si je me tais, je ne dis rien, on est complice. J'ai préféré, j'ai déposé les clés, j'ai dit merci, au revoir, j'ai quitté. Madame Mabounda est une femme très intelligente et je pense qu'elle peut utiliser cette intelligence-là pour son pays. C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas m'attaquer à la femme parce qu'elle a les capacités. Elle peut diriger cette assemblée-là. Et tout simplement, peut-être si elle changeait les corps ou bien elle prenait ce combat-là en main elle-même. Donc ça serait différent. Vous attendez quoi par rapport à elle? Elle ne peut pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas débattre sur elle parce qu'elle n'avait pas le choix. Ce n'est pas un combat qu'elle a mené. On l'a positionné, c'est différent. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat. Donc, aujourd'hui, si on doit travailler avec même le président Félix Tshisekedi, il voit aussi que Mme Marie est en train de mener son combat. Nous devons mener notre combat, nous, en tant que femmes. Mais c'est clair aussi, il y a des femmes qui se trouvent déjà dans des partis politiques. Ce n'est pas facile pour elles parce qu'elles doivent défendre la couleur de leur parti politique. C'est pour ça que je vous dis que dans ce cas d'espèce, parler de Mme Mabounda, ça devient compliqué pour moi. Et c'est embêtant, en tant que femme, qu'on me pose tout le temps cette question-là. Parce que je ne voudrais pas m'attaquer à elle, je ne voudrais pas sensibiliser, fragiliser ce combat-là à travers ce qui vient de se passer, puisqu'en réalité, ça aurait pu être un homme, peut-être que ça aurait été pareil, je ne sais pas, mais dans le cas d'espèce, Mme Mabounda n'a pas défendu une vision personnelle, elle a défendu la vision de quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, c'est comme si c'est Kabila lui-même qui était là au pouvoir. Fin du mariage FCC Cash, Mme Marie-Josée Foucault l'appuie. Est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui il y a divorce, FCC Cash, vous croyez que Félix Tshisekedi seul, les mains libres, va conduire ce pays au bon port? J'espère bien, non? J'espère bien. Non? Mais il est devenu président pour ça, j'espère bien pour lui en tout cas. Il a tous les atouts, il a la volonté. J'espère bien. C'est pour ça qu'il a posé sa candidature, c'est pour ça qu'il mène le combat. Ça serait une occasion pour nous de voir ses capacités. S'il arrive à obtenir cette liberté-là de conduire. De toutes les façons, on peut se permettre de croire qu'il les a, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui est derrière aussi, non, quelque part. Il les a aujourd'hui. Donc, oui, ce qui se passe déjà aujourd'hui, ça veut dire qu'il est en train de mener d'une main ferme, tout en caressant avec un gant de velours, mais il est en train quand même de faire bouger les choses. Il n'a pas voulu le faire tout au début. Ben oui, alors accordons-lui le bénéfice du doute. Je présume, accordons-lui, c'est extraordinaire ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui au Congo, c'est extraordinaire. Donc, c'est lui qui en est le maître, quelque part. Comment vous voyez ou vous entrevoyez la fin de la crise en République démocratique du Congo, de cette crise? Bon, déjà, rapidement, rapidement, dès qu'il y aura un nouveau bureau, s'ils arrivent, c'est quel jour qu'ils vont analyser ça, le jeudi, je crois. Si on arrive à passer cette étape-là et qu'il y a un nouveau bureau, je pense qu'il a toutes les chances d'avoir une nouvelle majorité. Si tous ces députés-là qui ont signé cette pétition-là, c'est-à-dire clairement ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le FCC, il a de fortes chances d'avoir une nouvelle majorité. Donc, on pourra aller, avec l'informateur, on pourra constater cette nouvelle majorité-là à son profit et nommer un nouveau Premier ministre et aller avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau programme. Alors là, on a peut-être une chance d'arriver jusqu'en 2023 un peu plus calme. Ça se passera très facilement. Mais très facilement. Et l'autre camp, les FCC, est en train d'observer. Non, tant qu'on reste dans la légalité, tant qu'on reste en se basant sur nos textes légaux, oui. À moins qu'on nous sorte des armes. Justement les textes, Madame Marie-Josée, est-ce que c'est constitutionnel tout ce que vous appuyez là? Je trouve que ça n'était pas constitutionnel. Les députés sont libres de signer une pétition, ils ne sont pas d'accord pour des raisons ou d'autres. La nomination d'un informateur. Oui, mais c'est légal, non? C'est pas légal la nomination d'un informateur? Puisque il y a déjà un gouvernement. Il y a un gouvernement qui est là. Bien sûr, il y a un gouvernement qui est là. Mais très vite, il y a un gouvernement qui est là. Et on vient de constater, mais il était là parce qu'il y avait coalition. Mais là, on ne veut plus de cette coalition-là, on va vers une cohabitation. Et donc c'est normal qu'en allant vers la cohabitation, et entre-temps, les députés ont fait tomber le bureau tel qu'il est là, très vite on va constater qu'il y aura une nouvelle majorité qui est en train de se dessiner. De toutes les façons, quand on regarde cette scène politique-là, cette majorité-là, on est en train de l'avoir. Il y a plus de 270 députés qui ne se considèrent plus du FCC. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est clair, c'est là. Alors, cette question, puisque nous sommes en face d'une femme, quel est votre point de vue par rapport à la promotion de la femme et sa participation aux instances de prise des décisions? Ce que je voudrais dire, je sais que c'est très difficile pour les femmes de pouvoir s'imposer en politique. C'est très difficile parce qu'aller en politique, ça demande des moyens. Et la femme, c'est elle qui est la plus touchée. Dans notre vie sociale, dans la vie socio-économique, la femme, c'est la plus touchée et c'est la plus pauvre.
dans la société. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle de se positionner dans la politique. Mais moi, ce que je demanderais aux femmes, il y a plusieurs organisations de femmes où nous devons vraiment faire cet effort-là de nous mettre ensemble et de nous appuyer. Et quand on s'appuie, vous pouvez être dans un parti politique, vous devez aussi avoir du caractère. On doit savoir que ça, là, ça ne passera pas avec elle. Ça doit être clair, il ne faut pas négocier cela. Vous devez avoir votre avis, vous avez votre personnalité, vous avez un mot à dire. Ne vous présentez pas dans un parti politique comme une femme. Présentez-vous comme un être humain. Parce que moi, je dis toujours, en fin de compte, dans un être humain, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Donc, cette femme-là ne doit pas aller en politique pour aller jouer. Ne doit pas aller en politique pour s'amuser ou juste pour aller chercher un poste. Non. C'est un monde qui n'est pas simple pour nous. Et donc, il faut aller avec une certaine personnalité et avec une vision pour aller apporter un changement. La femme a un très grand rôle à jouer en politique, mais ça dépend d'elle. Les hommes ne nous laisseront jamais cette place-là. Et ce n'est pas un endroit où on cède la place, mais c'est à elle justement d'être déterminée, de savoir ce qu'elle veut, pourquoi elle entre en politique, et qu'elle aille mener son combat-là, même au sein d'un parti politique, on saura que cette femme-là, on ne joue pas avec elle. Alors on va terminer avec le propos du chef de l'État. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a laissé entendre partout où l'homme a dégradé la femme, s'est dégradé lui-même. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase du chef de l'État ? J'ai dit dans la Bible, il est écrit dans Genèse 2,18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide semblable. » C'est tout simple, il parlait de la femme. C'est pour dire que la femme n'est pas différente de l'homme en tant qu'être humain. Et ce sont juste ses attributs, son caractère qui peut peut-être être différent. Mais ce que je voudrais rajouter là-dedans, la femme, c'est celle qui apporte un plus dans le quotidien, parce que c'est elle qui est la donneuse de vie. Et ce que le président a dit est très important. Regardez dans quel état se trouve aujourd'hui la RDC, et c'est dans quel état se trouve cette femme-là. Elle est violée, abusée, détruite, et nous tous nous assistons à cela impuissamment. Ce qui se passe à l'est du pays, la femme n'a plus sa place, elle n'a plus de respect. Et c'est exactement dans cette situation-là que se trouve la RDC. Alors une femme, Leila Zerougui, la patronne de la MONUSCO, qui a saisi le Conseil de sécurité par rapport à la crise qui s'est vue au pays, quel est votre commentaire ? Moi, ce que je pourrais me permettre de rajouter à ce commentaire-là, ils veulent toujours nous aider, donner un coup de pouce, mais qu'on aille de dialogue en dialogue. Depuis l'indépendance, nous sommes allés de dialogue en dialogue, mais ça n'a pas donné quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est calmer les ardeurs et les égos de nos mâles. Mais cette fois-ci, s'ils veulent vraiment nous donner, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut nous donner un coup de pouce, il va falloir qu'on s'assoie. Il va falloir que 50% de femmes entrent dans la danse. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de femmes dans cette discussion-là, dans cette négociation-là, s'il doit en avoir, pour que nous puissions voir les choses différemment. Parce que si nous continuons à discuter seulement pour calmer un groupe et un autre, c'est ce qu'on a fait jusque-là, et ça ne nous a absolument rien apporté. Il va falloir que cette fois-ci, le Conseil de sécurité regarde au peuple congolais. Regarde au cri de cœur, regarde à la misère du peuple congolais. Et ce n'est pas nécessairement à travers les dirigeants que nous aurons des réponses. Et donc s'ils réfléchissent en tenant compte plus du peuple que de calmer les ardeurs de nos dirigeants, là, il y a peut-être une piste de solution. Alors, nous recevons ce soir Mme Marie-Josée Ifoukou, elle est présidente nationale du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, ENC. Votre dernier message ? Mon dernier message, je l'adresse au peuple congolais. Je voudrais vraiment que le peuple puisse comprendre que la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, j'appelle ça l'ère du peuple congolais, puisque celui qui est à la tête du pays parle du peuple d'abord. Et c'est maintenant plus que jamais que le peuple doit suivre la politique au-delà de ce qui a toujours été fait, parce que le peuple congolais a toujours été très proche de la politique. Mais je vous invite cette fois-ci à ne pas la suivre comme, comme une émission de télévision, mais à être engagé, à être prêt, à sortir si les choses ne vont pas bien. Puisque le président qui est là actuellement, je le dis tout le temps, ne nous tuera jamais. Si les choses ne vont pas bien, il va falloir qu'on aille dans la rue et que nous puissions cette fois-ci exprimer ce qui ne nous arrange pas. Continuer à les regarder, à faire ce qu'ils veulent, je ne pense pas qu'ils vont penser au peuple congolais. Donc tout simplement, mon message est au peuple congolais, sortons dans la rue si les choses ne vont pas. Pacifiquement, hein? Oui, bien sûr, pacifiquement. Quand je dis sortir dans la rue, il y aura aussi répression. Pacifiquement. Moi, ce que je leur demande en premier, c'est d'appuyer le président qui est là, puisqu'il nous conduit vers ce chemin-là. Mais si on voit que ça ne va pas du tout, ils n'arrivent pas à s'entendre, on n'arrive pas à avancer, là, je demande au peuple, bien sûr, de sortir pacifiquement pour dire, ça suffit, on en a assez, on veut que les choses soient différentes. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ils vont avoir un regard tourné vers le peuple qui est en train de crier et qui exprime sa souffrance. C'est ce que je peux dire. Merci Madame Marie-Josée Ifoukou. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.